Merci beaucoup pour cette présentation et tout d'abord je voudrais chaleureusement remercier toutes les personnes qui ont permis l'organisation de ce colloque. Je suis très honorée et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc nous allons parler de la plasticité cérébrale qu'en fait on peut qualifier, sans exagérer je dirais, de révolution en neurobiologie. En fait cette révolution est double. Il y a d'une part une révolution qui a eu lieu avec l'émergence des nouvelles technologies d'imagerie cérébrale par IRM qui désormais permettent d'étudier le cerveau vivant en train de fonctionner, ce qui est évidemment un apport majeur par rapport aux limitations qu'on a pu avoir auparavant. Et donc, ces techniques d'imagerie cérébrale ont permis une nouvelle révolution, à savoir une révolution conceptuelle dans la façon dont on a pu concevoir le fonctionnement du cerveau. En fait, nous allons avoir quelques exemples. L'IRM a permis de révéler de façon vraiment inattendue les immenses capacités de plasticité du cerveau qui font que notre cerveau se transforme en permanence en fonction des apprentissages et des expériences de vie et que rien ne reste à tout jamais figé dans un cerveau depuis la naissance, contrairement à ce que l'on a pu croire à certaines périodes. Donc pour comprendre cette notion de plasticité du cerveau, il faut déjà s'intéresser au processus de construction du cerveau pendant la vie embryonnaire déjà, où les neurones se multiplient de façon intensive. On considère qu'environ 300 000 neurones sont fabriqués par minute, ce qui est quand même considérable. Et donc, à la naissance, le bébé humain arrive au monde avec un stock d'environ 100 milliards de neurones. Et à ce moment-là, les neurones cessent de se multiplier. Mais comme vous le savez, le cerveau du bébé est loin d'être terminé parce que les connexions entre les neurones, les synapses, sont à peine ébauchées. Vous avez ici représenté des coupes très fines qui ont été réalisées à travers le cortex cérébral humain à différentes périodes, aux âges de 1 mois, enfin à la naissance, aux âges de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 15 mois, 24 mois, etc. Et on peut noter que la densité de ce qu'on appelle les corps cellulaires des neurones, les petits points noirs, ne varie pas de façon significative. Par contre, ce qui est très clair, c'est toutes ces arborescences, toutes ces ramifications entre les neurones avec le temps qui témoignent de la fabrication des synapses. Et on considère que dans un cerveau humain adulte, il y a environ 1 million de milliards de synapses. Cela signifie que chacun de nos 100 milliards de neurones est connecté en moyenne à 10 000 autres. Cela vous illustre l'extrême complexité d'un cerveau humain. Et le point particulièrement intéressant, c'est le fait que la majorité de nos milliards de réseaux de neurones qui sont présents dans notre cerveau se construit après la naissance, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant est en interaction avec son milieu environnant, avec son milieu physique, familial, social, culturel. Et le terme de plasticité cérébrale décrit cette propriété du cerveau réellement, concrètement, à se façonner en fonction des expériences vécues. Et cela explique pourquoi tous les êtres humains ont des cerveaux différents, puisque nous avons chacun une expérience de vie qui nous est propre. Et bien évidemment, comme on le sait, les vrais jumeaux ont aussi des cerveaux différents. Alors pour illustrer l'importance de l'interaction de l'environnement dans la construction physique du cerveau, physique et fonctionnelle bien sûr, on peut prendre l'exemple très parlant qui est celui du développement du système visuel. Vous savez qu'à la naissance, la vision du bébé est très sommaire et ce n'est qu'à l'âge de 5 ans que l'enfant a une vision qui est comparable à celle de l'adulte.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut 5 ans pour fabriquer un système visuel, c'est-à-dire pour qu'à partir des neurones de la rétine, les prolongements poussent dans les nerfs optiques et ensuite viennent se connecter dans les régions du cortex cérébral qui vont traiter les informations lumineuses. Or, pour que ce câblage du système visuel puisse se faire de façon harmonieuse, il faut de façon impérative que l'œil soit stimulé par la lumière, c'est-à-dire qu'il y a une interaction avec l'environnement. On connaît des cas d'enfants qui souffrent de cataractes précoces. Ces enfants, il faut les opérer le plus tôt possible, précisément pour que leur système visuel puisse bien se connecter. Donc ça, c'est un exemple de l'importance de l'environnement dans la construction de systèmes sensoriels, mais évidemment, on a la même chose dans le développement des capacités motrices et bien évidemment dans les capacités cognitives. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que l'interaction avec l'environnement est indispensable à la construction du cerveau. Donc, cela nous renvoie aux grandes questions qui sont celles dont on parle aujourd'hui, à savoir quelle est la part de la nature et quelle est la part de la culture. En l'occurrence, vous pouvez comprendre avec cette illustration que les deux sont totalement indissociables. On n'est absolument pas en mesure de parler en termes de pourcentage. On va dire que l'inné, c'est la capacité potentielle du câblage des neurones, et l'acquis, c'est la réalisation effective du câblage qui est rendue possible grâce à l'interaction avec le milieu environnant. Donc, on va prendre un exemple de plasticité cérébrale révélé par l'IRM. On a regardé les cerveaux de pianistes professionnels, qui sont des personnes qui ont commencé très tôt l'apprentissage du piano et qui continuent bien sûr à l'âge adulte. Chez ces personnes, il y a un épaississement du cortex cérébral dans les régions qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. Et ce phénomène d'épaississement est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et point important, ce phénomène d'épaississement donc est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Encore un autre exemple de plasticité, on s'est intéressé aux conséquences au niveau cérébral de l'apprentissage de l'arithmétique. On a regardé chez des élèves de CE1 et de CE2 comment leur cerveau s'activait en réponse à un test de calcul mental qu'on leur demandait de faire dans la machine. Et les expériences montrent que, ça c'est assez logique, que les performances de calcul des CE2 sont meilleures que les CE1, mais on voit aussi que dans les cerveaux, il y a des différences. Chez les CE2, il y a davantage d'activation cérébrale dans les régions qui contrôlent la représentation des nombres. Et également, on voit davantage de connexions avec les zones qui sont impliquées dans la mémoire et l'attention. Donc cela illustre bien le rôle de l'apprentissage scolaire dans la maturation des régions cérébrales qui sont impliquées, dans ce cas-là, dans le calcul arithmétique. Encore un exemple de plasticité cérébrale, mais cette fois-ci à l'âge adulte. On a demandé à des étudiants d'apprendre à jongler avec 3 balles. Au bout de 3 mois, ils sont capables de bien jongler. Et on s'aperçoit qu'en fait, 3 mois suffisent pour entraîner dans le cortex cérébral un épaississement dans les régions qui contrôlent la coordination des avant-bras et la vision. Et si ces jeunes étudiants qui viennent tout juste donc d'apprendre à jongler, s'ils cessent de s'entraîner et qu'ils perdent leur capacité à pratiquer le jonglage correctement, on s'aperçoit alors que les zones du cerveau qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc cela vous montre justement cette notion de plasticité cérébrale qui fait que les variations de l'épaisseur du cortex peuvent être malléables en fonction des expériences de vie. Et en l'occurrence, si une fonction n'est plus sollicitée, les zones épaissies peuvent rétrécir.
Et c'est là que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que les personnes qui ont réalisé cette expérience ont essayé également de voir les effets du jonglage chez des personnes de 60 ans. Et chez les personnes qui ont réussi à jongler avec 3 balles, on voit le même type d'épaississement dans le cortex cérébral que chez les jeunes. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est un message positif et optimiste qui vous montre que la plasticité cérébrale persiste avec l'âge. Alors, encore une expérience intéressante qui va vous illustrer la notion de variabilité anatomique entre tous les cerveaux. Dans cette expérience, on a mené une comparaison d'images du cerveau, en l'occurrence 2000 images de cerveaux de femmes et d'hommes. Et dans chaque image du cerveau, on a découpé les cerveaux en une centaine de régions cérébrales. Bon, à l'heure actuelle, on est capable, avec les puissants ordinateurs qui sont les nôtres et ce qu'on appelle les big data, enfin des données très importantes, justement de faire des traitements statistiques qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et grâce à ce type d'analyse sur des très gros échantillons, le résultat dans cette expérience-là, mais il y en a plein d'autres, montre qu'on ne peut pas trouver de région cérébrale qui soit exclusivement spécifique d'un cerveau masculin ou féminin. Et ce qu'on observe d'abord et avant tout, c'est une très grande variabilité anatomique avec plus ou moins de recouvrement selon les régions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de classification binaire des cerveaux selon le sexe, ce qui est d'une certaine façon assez surprenant. Alors, c'est important de réfléchir à cette observation parce qu'elle nous pose justement la question de fond, à savoir quelle est l'origine de cette immense variabilité individuelle des cerveaux. Et la réponse tient à la plasticité cérébrale qui fait que la diversité des expériences de vie de chacun l'emporte sur un possible déterminisme biologique lié au sexe, génétique ou hormonal, et l'emporte aussi sur un possible conditionnement social genré qui aurait pu se produire pendant l'enfance ou chez les adultes, qui donc ne reste pas inscrit à tout jamais dans le cerveau. Encore un exemple de plasticité cérébrale particulièrement éloquent. Il s'agit d'un homme de 44 ans, marié, père de 2 enfants, menant une vie professionnelle normale, qui se plaignait d'une sciatique. Il est donc allé consulter à l'hôpital de la Timone à Marseille et l'examen IRM de son cerveau a révélé qu'en fait, son crâne était essentiellement rempli de liquide, hein, c'est ce qu'on voit en noir, et que son cortex était réduit à une mince couche collée sur les parois du crâne. Il s'avère que cette personne, alors on lui avait évidemment posé des questions, il s'avère que cette personne, à la naissance, souffrait d'hydrocéphalie. On lui a donc posé un drain pour évacuer le liquide en excès. Et dans ce cas, il s'avère que le drain s'est bouché et progressivement, au cours des années, la pression du liquide a gentiment refoulé le cerveau sur les parois du crâne. Et tout cela s'est réalisé sans entraîner aucune gêne dans la vie de cette personne qui ne s'est jamais doutée de rien. Donc, c'est, on peut le dire, un très bel exemple de plasticité cérébrale. Mais en plus, ce patient nous permet de poser à nouveau une question qui est fondamentale pour nous en neurobiologie, qui est celle d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau. À l'heure actuelle, on est bien en peine de comprendre comment un cerveau avec une forme aussi incroyable peut assurer les mêmes fonctions qu'un cerveau normal. Et cela nous montre aussi qu'il n'y a pas de lien direct entre la forme du cerveau et les aptitudes intellectuelles. Et on peut même imaginer que si ces images avaient été connues pendant l'enfance du patient, il aurait été étiqueté de futur handicapé mental, avec tous les problèmes de stigmatisation que cela implique.
Donc pour terminer, je voudrais revenir sur cette notion de plasticité cérébrale qui doit toujours être très présente dans l'interprétation des images par IRM. Une image par IRM, c'est un cliché instantané de l'état du cerveau et rien de plus. C'est-à-dire que si l'on détecte des particularités dans la structure ou le fonctionnement du cerveau par IRM, cela ne permet pas de déterminer l'origine de ces particularités, origine innée ou acquise, et cela ne permet pas non plus de prédire le comportement d'une personne. Donc ce point est particulièrement important parce qu'il n'est pas rare dans la littérature de trouver un certain nombre d'articles scientifiques qui voudraient utiliser l'IRM pour dépister, par exemple, les enfants qui seraient des futurs délinquants. Dans cette expérience que j'ai illustrée ici, elle a été réalisée sur 60 enfants d'âge moyen 11 ans, qui présentaient simplement des comportements désobéissants, provocateurs, irritables. Et l'examen à IRM a montré qu'il y avait une réduction de l'épaisseur du cortex cérébral dans la région singulaire antérieure. Et dans leur conclusion, les auteurs en ont déduit que cela pourrait représenter un signe précoce d'un comportement antisocial et délinquant. Donc là, vraiment, on est face à une interprétation totalement abusive des images en IRM. Hélas, cet exemple-là n'est pas le seul. Bien évidemment que le cortex cérébral de l'enfant est en plein développement et que son épaisseur n'est pas définitive et que, bien sûr, on ne peut pas faire de prédiction entre la structure du cerveau à un moment donné et le comportement. Donc cela nous renvoie à des questions éthiques, avec en particulier une discipline qui s'est constituée depuis une vingtaine d'années, qu'on appelle la neuroéthique, qui a pour objectif justement de défendre une éthique dans la production des savoirs en neurosciences face aux dérives dans l'interprétation des images en IRM, avec aussi comme souci d'encadrer les pratiques de recherche en neurosciences avec leurs limitations à l'usage à des fins médicales et de recherche. Et ces questions ont fait l'objet de missions auprès du Comité consultatif national d'éthique au moment de la révision des lois de bioéthique en 2011 et en 2020. Et pour terminer, voici une jolie phrase de Francis Picabia qui avait tout compris sur la plasticité cérébrale, puisqu'il déclarait « Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction ». Je vous remercie. Merci Catherine Vidal.